Mais d'abord, revenons donc sur ce pivot au quiche au carré délivré par la Banque Centrale Européenne hier. Et donc Nicolas Gozman à nos côtés en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il fallait que vous reveniez en cette fin de semaine pour revenir sur ce que j'appelle ce pivot au quiche au carré de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité, Nicolas. Malgré une substance macroéconomique fragile, et tous ceux qui se livrent à l'exercice de la prévision économique aujourd'hui le savent, malgré une substance économique fragile, le signal politique est d'une dureté sans précédent, sans doute, au sein de la Banque Centrale Européenne. Il faut sans doute revenir à l'ère Trichet pour se souvenir d'une conférence de presse aussi hawkish, aussi dure. Le signal politique était déjà dur depuis quelques mois. On attendait qu'il soit encore un peu plus dur. Il est extrêmement dur. Oui, je pense ça reflète plutôt la coordination politique au sein de la BCE, avec une reprise en main par les faucons depuis le début de cette année 2022, par les membres les plus durs de la Banque Centrale Européenne, notamment par Joachim Nagel, donc le patron de la Bundesbank, Isabelle Schnabel au sein du board de la BCE qui est également allemande, mais également par d'autres banquiers centraux. Je pense qu'on peut penser aux Pays-Bas, aux Autrichiens, aux Pays-Baltes, qui ont réussi à prendre la majorité et qui donc appliquent leur volonté sur l'ensemble de la BCE. Donc on voit les résultats. Je pense que la situation actuelle montre quand même, par contre, une aggravation de ce phénomène. Je pense qu'il y avait peut-être même une tentative de conciliation qui pouvait exister dans les derniers mois. Là, on voit que cette tentative de conciliation quasiment n'existe plus. On a même vu, alors que François Villeroy-Gallo, donc le patron de la Banque de France, était quand même vraiment sur la ligne la plus dure qui pouvait exister depuis le début de l'année. Donc, il était en accord avec les positions allemandes notamment. Avait indiqué qu'il voulait 50 points de base il y a une dizaine de jours. Et en fait, on a vu que de ce qu'on a appris de ce qui s'est passé dans le Conseil des gouverneurs, on va dire la majorité, enfin une grande partie des faucons étaient prêts à aller à 75 points de base, donc à mettre même François Villeroy-Gallo en minorité, ce qui montre déjà le niveau d'exigence, on va dire, des faucons par rapport à la situation. Mais ensuite, si on veut retracer un petit peu justement cette situation-là pour essayer de comparer un peu, essayer de comprendre ce que fait la BCE aujourd'hui, il y a un taux qu'on qualifie d'être le taux neutre, c'est-à-dire à partir duquel la Banque Centrale Européenne va avoir un effet récessif sur l'économie. Ce taux neutre, il a été estimé notamment par la Fed le 1er décembre dernier à 1,40. Ouais. Aujourd'hui, on est à 2%, et aujourd'hui, selon les projections qui sont faites par la BCE, on pourrait monter à 3,50, c'est-à-dire 2 points au-dessus du tôt neutre, qui a pour but donc de ralentir l'économie européenne. Cette économie, on peut la mesurer par la demande domestique, c'est-à-dire donc c'est pas le PIB, c'est-à-dire c'est l'addition de la consommation et de l'investissement. Quand on regarde aujourd'hui la demande domestique européenne, en fait, on est en ligne avec la trajectoire qu'on avait avant crise, c'est-à-dire en gros, on est à peu près conforme au potentiel en termes nominal, c'est-à-dire non ajusté de l'inflation. Donc on voit qu'on a une volonté de contracter une économie qui est juste en fait dans une situation qui devrait être qualifiée de normale. Si je regarde ensuite du côté des États-Unis, leur taux naturel, il est lui estimé à 2,50. Ils sont aujourd'hui avec des taux, on va dire, avec ce qu'ils vont projeter, ils vont être 2,50 au-dessus, mais leur demande domestique à eux est 7% au-dessus du nominal. C'est-à-dire qu'eux ont une volonté de ralentir une économie qui est vraiment surchauffée, qui a 2 années d'avance en termes de projection économique, alors que la zone euro, en fait, on va ralentir une économie qui est déjà, en fait, justement à un niveau normal. Donc on provoque une récession pour contrer une inflation qui n'est pas le fruit de cette demande domestique. C'est-à-dire que c'est une inflation qui est largement importée, qui est extérieure, et donc la stratégie de la BCE aujourd'hui, c'est d'aller détruire de la demande interne, c'est-à-dire des salaires et de l'investissement, pour pouvoir compenser la hausse de prix qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire par le pétrole, par le gaz, et par ce genre de choses. Donc en fait, on fait payer aux salariés et aux entreprises européennes une situation qui est largement due à ce qui se passe à l'extérieur. Pendant longtemps, au cours de cette année 2022, longtemps à l'aune des marchés, ça a duré quelques mois, Christine Lagarde et d'autres n'ont cessé d'argumenter l'idée que la zone euro était dans une situation différente de celle des États-Unis et qu'il était légitime que la Fed aille en territoire restrictif et que pour la zone euro, la situation était sans doute différente. Ça n'est plus le cas aujourd'hui puisque Christine Lagarde nous dit qu'elle sera plus hawkish encore que la Fed, notamment l'an prochain, et que la situation est en train de dériver de manière inacceptable. Qu'est-ce qui leur fait peur à ce point ? Qu'est-ce qui justifie que Christine Lagarde, après pourtant avoir abandonné volontairement la forward guidance, s'engage à un rythme de hausse de taux de 50 points de base, pas uniquement pour le prochain meeting, mais peut-être pour celui de mars, et peut-être encore même pour celui d'après, nous a-t-elle dit hier dans la conférence de presse. Sur quelle substance ou rationnel macro est-ce qu'il repose effectivement cette stratégie et cet engagement très dur qu'ils affichent, et Christine Lagarde et d'autres membres de la BCE. Olli Rehn aujourd'hui nous dit oui, ce sera au minimum 2 fois 50 encore, et puis on verra après pour le meeting suivant.
Ce matin, nous avons eu la publication des PMI, donc les indicateurs avancés, recueillis auprès des directeurs d'achat, qui montrent quand même déjà une forme de stabilisation économique en zone euro, c'est une bonne nouvelle, mais surtout une réduction des pressions inflationnistes qui reviennent à quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant une forme de neutralité en matière de pression inflationniste en ce mois de décembre en zone euro. La rationalité qui a été utilisée, c'est de montrer que en fait, les projections d'inflation qui ont été publiées par la BCE en fait, sont plus élevées qu'elles ne l'étaient lors des projections de septembre. Ensuite, on a eu pas mal de doutes. On a vu même un ancien vice-président de la BCE, donc Victor Constantio, qui était le numéro 2 de Draghi, s'interroger sur justement la qualité et la sincérité de ces projections, la pertinence, on va dire même, et éventuellement l'orientation politique des projections qui ont été réalisées, en prenant en compte le fait que les projections qui sont faites pour le mois de décembre sont du fait de la BCE et également des banques centrales nationales, donc effectivement avec l'ajout de la Bundesbank. Il s'interrogeait notamment sur le fait qu'une grande partie de l'inflation qui était projetée à l'horizon 2024 avait une forte composante liée à l'énergie et à l'alimentation, ce qui est un petit peu problématique vu ce qui est en train de se passer actuellement et de projeter ce genre de choses paraît un peu curieux. Mais bon, je pense que c'est ce qui est utilisé. Ensuite, on peut s'imaginer que, comme l'avait dit Jérôme Powell à un moment au courant de cette année, c'est qu'il avait une volonté de sa part de mettre les taux d'intérêt à peu près au niveau de l'inflation core. Quand on regarde les niveaux de projection de l'inflation core pour l'année prochaine à la zone euro, effectivement, on serait entre 3,5 et 4%, donc ce qui correspond à peu près à ce que voudrait faire la BCE. Sauf que la grande différence, c'est que l'inflation core aux États-Unis est effectivement le résultat de la pression sur les salaires et de la demande domestique, alors que l'inflation core en zone euro est élevée, non pas à cause des salaires et de la demande domestique, mais simplement parce qu'on a une diffusion des prix de l'énergie qui a été beaucoup plus importante au sein de la zone euro, au sein de ces prix-là, et donc la nature de cette inflation n'est pas la même, et encore une fois, nous voulons contrer par la destruction de la demande interne, une inflation qui est largement importée. Donc on va fragiliser l'économie de la zone euro, je pense malheureusement sur le long terme. Il ne s'agit pas de provoquer une récession très forte pour l'année prochaine, pour l'instant. Enfin, c'est pas encore le cas, mais enfin, on verra ce qui peut se passer. Il s'agit simplement de pénaliser la croissance, enfin de se retrouver dans une situation qui pourrait encore provoquer effectivement une décennie perdue pour la zone euro par rapport à la situation de 2019. Pour l'instant, les projections qui sont faites par la BCE montrent effectivement une croissance tout à fait en retard sur ce qui se passe aux États-Unis. On a déjà quasiment 2 ans de retard en termes de croissance. On va accentuer cet écart-là, et effectivement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la suite, et simplement pour appliquer, je pense, une politique qui revient en gros à absolument, et ça c'est ce que disait Joachim Nagel dans ses discours, donc le patron de la Bundesbank, qui est vraiment une volonté résolue de freiner toute capacité de progression des salaires en zone euro. Ils ne veulent pas de ça. Je pense qu'il y a effectivement derrière cela une volonté toujours d'afficher cette stratégie économique qui est celle de la compétitivité, d'avoir des salaires les plus faibles possibles pour pouvoir exporter au mieux. C'est une stratégie qui peut marcher en termes de PIB. Par contre, de destruction de demande intérieure, c'est clair et net. Et donc, alors que c'est exactement le problème qu'on a depuis 15 ans au sein de la zone euro, c'est la faiblesse de notre demande domestique qui fait qu'on a un investissement faible dans la zone euro, qu'on a une consommation faible dans la zone euro, et on voit le résultat sur les populations européennes également. Même un rattrapage salarial sur 1 ou 2 ans est interdit, illégitime, ou en tout cas c'est un risque qu'aujourd'hui, une partie majoritaire des banquiers centraux européens ne veulent pas prendre. Quand on regarde les projections qui sont faites par la BCE, la compensation par salarié, quand elle est ajustée de l'inflation, elle est négative pour les prochaines années, oui. Donc on va à 3,50 taux de dépôt ? Alors pour l'instant, je suis curieux de voir s'ils vont aller jusque-là. Ouais. On est à 2 depuis hier, donc sur le taux de dépôt. Étant donné que je considère que la décision qui a été prise hier est une décision qui est essentiellement politique, qui n'a pas de rationalité économique, toute la question maintenant repose aussi également sur les gouvernements qui feraient peut-être bien d'intervenir et taper un peu du poing sur la table pour dire que la BCE ferait bien d'essayer d'avoir une approche un peu plus pro-croissance que ce qu'ils ont eu. L'Italie a commencé à le faire dès ce matin. Voilà, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont c'est eux qui souffrent le plus depuis hier sur le plan des marchés, j'entends. Parce que comme on peut imaginer que cette décision est plus politique qu'économique, il appartient aux politiques de réagir et de taper un peu du poing sur la table pour que effectivement cette Banque centrale européenne soit un peu plus en soutien de sa propre économie. Qu'est-ce qui pourrait faire infléchir la position de la politique de la BCE dans les prochains mois ? Vous dites que la pression doit venir des gouvernements. En même temps, on comprend aussi dans le discours porté par Christine Lagarde que la BCE s'engage aussi dans un bras de fer vis-à-vis des gouvernements à travers l'idée que les politiques budgétaires sont peut-être pas assez bien calibrées, trop expansionnistes. Et donc il y a là l'idée aussi d'envoyer un signal de contrainte budgétaire aux États. Oui, ce qui est d'ailleurs assez remarquable, c'est que la BCE a pour habitude de se réfugier toujours derrière son indépendance, mais elle ne se prive pas de donner des recommandations au gouvernement, ce qui me semble être un petit peu paradoxal dans l'approche. Je pense qu'il y a une frayeur effectivement qui est réelle, existante au sein de la BCE, de l'épisode britannique qui a un peu effrayé tout le monde et qu'ils n'ont pas envie d'avoir besoin de réagir comme l'ont fait les Britanniques. Cela dit, les situations sont différentes et encore une fois, comme on l'a vu avec la situation britannique,
si les taux se sont envolés, c'est également aussi parce que la Banque d'Angleterre était en train de réaliser son QE, que le timing effectivement de Liz Truss à ce moment-là avait été extrêmement mauvais pour annoncer ces coupes, ces ajouts budgétaires. Donc le timing était mauvais, mais une des causes principales, c'était également l'action de la Banque centrale. Donc si jamais on avait de telles problématiques, encore une fois, il appartient à l'ensemble des décideurs politiques européens d'essayer de calibrer une stratégie qui soit à peu près cohérente et donc de mettre la BCE au pas par rapport à cette stratégie-là. Qu'est-ce que ça va donner en termes de marché l'an prochain? Parce que quand on voit le price action d'hier, et d'ailleurs j'intègre également la réaction de marché post-Fed, avec finalement des taux américains qui ont snobé, disons-le, le message de Jean-Paul. On a un 10 ans américain à moins de 3,50, qui est en dessous des niveaux sur lesquels il était avant la publication du CPI américain en début de semaine, qui venait confirmer encore le refroidissement de l'inflation. Et l'écartement qu'on a entre les taux européens et les taux américains, là, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir l'an prochain. On va avoir encore une fois une BCE plus hawkish, qui va monter ses taux à coût de 50 points de base, au moins pour deux meetings. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'idée portée par Christine Lagarde hier, alors que la Fed, elle, reviendrait à 25. C'est possible. C'est assez inhabituel. Alors, c'est inhabituel, mais c'est tout à fait possible. Et quand on regarde le discours de Jérôme Powell, mercredi soir, on voit que, notamment, il y avait un passage qui m'avait vraiment intéressé. Il disait à quel point les salaires américains progressaient à une allure vraiment forte et trop forte aujourd'hui, mais que pour lui, c'est quand même un élément très favorable. C'est-à-dire qu'on voit les salaires américains qui progressent fortement. Il est content de ça. Il dit c'est trop fort, on a besoin de le ramener pour que ce soit cohérent avec une inflation à 2%. Mais on est quand même content que ce soit le cas. Et quand on regarde le pouvoir d'achat des Américains depuis la fin 2019, c'est-à-dire après l'épisode d'inflation qui était encore plus, qui a commencé avant aux États-Unis par rapport à l'Europe, le pouvoir d'achat, la compensation par salarié en termes réels, c'est-à-dire ajusté de l'inflation par rapport au Q4 2019, a progressé de 1,3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat aux États-Unis. Quand je regarde en zone euro, c'est moins 4,5. C'est-à-dire qu'on revient à l'année 2013. On a perdu quasiment 10 années de pouvoir d'achat en une fois. Et les États-Unis ont réussi le contraire, justement parce que les salaires étaient forts, parce que la demande domestique était forte, ce qui est d'ailleurs le résultat de ce qu'avait fait la Fed et également la politique budgétaire. Et quand on voit des écarts aussi importants, effectivement, il y a un peu de quoi s'alarmer avec une BCE qui souhaite encore plus taper sur la demande domestique européenne. C'est une erreur plus grave que celle de 2008 ou pas, Nicolas ? Je parlerais plutôt de 2011 plutôt que 2008. 2008, il y avait vraiment un cycle qui était récessif, qui était enclenché, qui était assez massif et qui a vraiment projeté l'économie très fortement dans le rouge. Là, on est plutôt dans un ralentissement qui est assez calme pour le moment. Ça pourrait évidemment s'aggraver, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça ressemble plus encore une fois à 2011. Mais je pense que c'est plutôt un signal qui est donné en gros. Ne comptez pas sur la croissance en zone euro. Vous, investisseurs du monde, ne comptez pas sur la croissance en zone euro, il n'y en aura pas. Merci beaucoup Nicolas pour ce débrief nécessaire à l'issue d'une semaine chargée encore en matière de décision de politique monétaire. Les prochains rendez-vous sont désormais fixés pour 2023. Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique de la Financière de la Cité, qui était avec nous en plateau.